ne pas le mettre la nuit. Cauchemar sinon, gros cauchemar. Mais non. Si. Mais non. Non, c'est un truc de fou. J'ai toujours caché mes rechutes et j'ai aussi caché des arrêts de la clope. Beaucoup de compensation. Je cours 11 fois par semaine, je mange 18 fois par jour. Bah oui, tout va bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur le tabac Tu manques pas d'air. Laurent Carilla, le médecin psychiatre spécialiste des addictions en France, répète souvent que la rechute fait partie du sevrage. Mon invité en illustre un parfait exemple. Je vous présente, et pour certaines personnes je ne vous présente plus, Apolline, aka Solange Illustration. Entre deux croquis, elle a bien voulu répondre à mes drôles de questions. Et contre toute attente, elle découvre que sa passion pour le dessin n'a pas été altérée par l'absence de nicotine. Apolline nous raconte aussi sa rechute et la leçon qu'elle en a tirée. Maintenant, elle apprend à cultiver autrement sa part de folie, celle qui ne manque pas d'air. Retrouvez les extraits vidéo de l'enregistrement sur nos réseaux. Bonne écoute. Hello. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ouais, super. Enchantée. Enchantée en vrai. Je te plug tout de suite un micro. Bouge pas. Ok, plaide-moi. Je crois que tu as écouté quelques épisodes, donc tu sais pourquoi je te donne rendez-vous là. Ouais, je sais. Malheureusement, je savais en arrivant, j'ai bossé mon cardio, tout va bien. Genre t'appréhendes un peu ou c'est quoi ton niveau Non, de... tout va bien, je suis très sportive, donc ça va. Ok, alors vas-y, viens te la raconter. J'aime c'est plutôt parti. le challenge. Et genre t'es hyper sportive? Ouais. Genre, je fais du sport 4-5 fois par semaine. Ah ouais, donc on est à ça de la bigorexie. Ouais, tout en étant une grosse fumeuse à l'ancienne, donc Genre tu fumes une clope juste avant d'aller courir? bien sûr. Et juste bon. après. Celle avant, moi je l'aimais bien. Celle avant, ouais. Elle était quand même Tu la scandaleuse. regrettes quand tu te mets à courir quand même. Ok. Bonjour Apolline. Bonjour Astrid. Ou alors ce qu'on dit bonjour Solange. Non, bah ce serait bizarre de m'appeler Solange. C'est le prénom de ma grand-mère et du coup que j'ai utilisé pour mon nom d'artiste, mais Ok. ça me fait toujours un peu bizarre qu'on m'appelle Solange. Ok. Bon alors on va t'appeler Apolline. Ouais, parfait. Apo pour les intimes. Exactement. Eh bien, je suis très heureuse de te rencontrer dans ce cadre de mon podcast sur l'arrêt du tabac. C'est Ashley Tayeb qui m'a conseillé de te contacter quand Ok. j'ai vu sur ton profil, tu avais fait des dessins qui expliquaient que tu as arrêté de fumer Ouais. et c'était très drôle tes illustrations. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah on sait jamais, si ça se trouve, ça t'intéresse. Ouais, carrément. Bah, ouais, en effet, j'en ai fait plusieurs et ça a été assez utile d'ailleurs parce que j'ai eu à ce moment-là plein de gens qui m'ont écrit, même des potes pour me parler de ça, pour me soutenir, etc. Donc c'était à la fois un moyen d'en parler de façon drôle et en même temps d'avoir du soutien d'une petite communauté via les dessins. Donc c'était cool. Trop bien. Bon, alors raconte-nous ton rapport à la clope, au sevrage, comment ça se passe? Alors, J'ai l'impression qu'il y a du dos. Ouais, clairement. Écoute, le rapport à la clope, j'ai commencé à 14 ans et j'ai arrêté donc cette année, donc à 30 ans. Et j'ai toujours été une très grosse fumeuse depuis le début jusqu'à la fin, avec une consommation ultra régulière. Le genre de fumeuse, chaque heure, il y a une cigarette qui tombe à tous les moments de la journée, du matin au soir, malade, pas malade, froid, chaud. Peu importe, le rythme, c'était vraiment toujours le même. Donc, grosse fumeuse de 15 clopes par jour, on va dire, et très, très régulière. Et le rapport au sevrage, donc j'ai arrêté il y a 4 mois et 8 jours. Yeah! Ouais, avec, comme je te l'ai dit la semaine dernière, une petite rechute ces 10 derniers jours. Donc, avec plusieurs étapes, un petit dérapage d'une soirée, puis ensuite, quelques jours après, une clope comme ça, et puis voilà, puis là, j'ai refait une grosse soirée qui a un peu dérapé. Et donc voilà, et donc j'ai plus touché une clope depuis hier. Et je repars vraiment avec l'état d'esprit... je savais que le week-end était un peu cramé, donc je repars avec l'état d'esprit, on y va, on y retourne, et j'ai vraiment envie de rester non-fumeuse, donc pour moi, ça reste une parenthèse, même si c'était bien une grosse parenthèse, bien consommée, mais voilà. T'as mis quoi en place alors? En fait, j'ai fait 2 gros arrêts dans ma vie. Le premier, ça a été en 2016, et j'avais la clope électronique pendant plus de 6 mois. Ça a été radical du jour au lendemain. J'ai jeté mes clopes et j'ai pris la clope électronique. Et en fait, quand j'y repense et quand je sais que c'était peut-être mieux, mais j'étais complètement dépendante de ma clope électronique. Je la fumais du matin au soir et surtout, je me souviens très bien d'avoir réalisé que j'étais toujours dans un schéma de dépendance et que j'étais pas du tout libérée de quoi que ce soit. Le jour où j'ai cassé ma clope électronique,
que j'étais dans un petit bled, etc. Et que j'avais vraiment les larmes aux yeux en me disant, je fais quoi? En fait, là, je fais quoi? J'ai fait 40 bornes pour trouver un magasin de clopes électroniques qui pouvait remplacer ma résistance, je sais pas quoi. Et, euh, et donc là, je me suis dit, en fait, je suis exactement dans la même situation qu'avant. Alors peut-être que je fume pas du tabac, mais j'avais quasiment plus de nicotine dedans. Mais en tout cas, j'avais toujours ce truc de l'objet, de l'habitude, d'un truc qui me rassurait. Donc voilà. Et donc pour le deuxième sevrage, c'était clair et net qu'il n'y avait pas de clope électronique autorisée. J'en avais pas du tout envie. En plus, c'est un truc que j'avais jamais aimé. Donc bon. Et par contre, j'ai pris des patchs. J'ai vraiment suivi le process à la lettre, comme c'est écrit dans la petite notice, etc., avec une descente progressive, etc., en termes de nicotine. Ok. Et c'est un truc qui m'a vachement rassurée de ne pas péter un plomb avec la nicotine, enfin l'absence de nicotine. Et j'ai trouvé que ça a hyper bien marché. J'ai des retours d'amis qui n'ont pas du tout été aussi... Enfin, qui ont eu vachement de mal à s'y habituer. Mais pour moi, ça a été hyper efficace. Je l'ai bien géré, je l'ai bien dosé. J'ai un petit calendrier avec ma descente progressive en termes de dosage, tout ça. Ne pas le mettre la nuit. Cauchemar sinon. Gros cauchemar. Mais non. Si. Mais non. Non, c'est un truc de fou. Tu fais vraiment... et tu l'oublies parfois, tu vois. Tu vas te coucher, t'as pas pensé. Mais vraiment, t'as des... Et c'est écrit dans la notice, quoi. Wow. Tu fais vraiment des cauchemars. Vous voulez faire des cauchemars? Mettez-vous un patch nicotine. Ouais, c'est trop étrange. Donc voilà. Donc j'ai fait ce process-là et ça a plutôt bien marché jusqu'à arriver à 0 et ça m'inquiétait un peu. Et en fait, c'est passé tout seul. Je pense que c'était aussi une méthode vraiment... il y avait l'aspect nicotine, mais il y avait l'aspect psychologique d'avoir un truc... une béquille, quoi. Une béquille dans cet arrêt. Attends, j'ai quand même envie de revenir sur tes cauchemars. Ouais. Tu pourrais nous les décrire ou il y a un truc intéressant, particulier comme type de cauchemar? En fait, je fais beaucoup de cauchemars. Dans la vie en général? Dans la vie en général. Donc... Mais là, en fait, c'était vraiment des cauchemars trop bizarres. Les cauchemars, c'est toujours un peu chelou. Mais là, c'était encore pire. C'était des trucs qui n'avaient pas de sens, très intenses, avec des grosses suées, etc. Enfin, des trucs pas cool. Vraiment pas cool. Et j'ai une amie qui m'a dit dernièrement exactement la même chose. Elle m'a dit, non mais juste les cauchemars terribles, c'est pas possible, j'arrête ça me détruit le cerveau, j'ai l'impression de devenir quelqu'un d'autre ou un monstre la nuit. Donc un peu intense, ouais. Et j'en ai parlé avec une pharmacienne et elle m'avait dit, je lui avais dit, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire la nuit? Je dois les garder, pas les garder? Parce qu'il y a un peu sur la notice, c'est pas très clair, etc. Bah, vous fumez la nuit? Je dis, bah, non. Elle me dit, bon, bah, vous mettez pas vos patchs, vous n'avez pas besoin de nicotine la nuit. Ouais, et ça m'a rappelé un argument du bouquin, je pense que tu l'as lu, le Alan Carr. Of course. Et qui disait, en fait, on se croit hyper dépendant, mais en fait, la nuit, on passe quand même 8 heures, 9 heures sans nicotine et on se réveille pas la nuit en disant, donnez-moi une clope, etc. Et j'y pensais souvent en me disant, ouais, c'est vrai que je suis dans cette dépendance et en même temps, la nuit, c'est mon espace de non-dépendance. Je voudrais que tu développes ton émotion au moment où tu t'es rendu compte que ta cigarette électronique était cassée. Parce que j'ai l'impression que c'est ce genre de moment où, pas glorieux, où on se dit putain de merde, en fait, je suis complètement accro. En fait, c'est exactement je me souviens exactement de l'endroit où c'était et de la voir sur le sol et de voir le truc cassé. Tu sais, t'as des trucs, des images qui restent et je vois exactement ce qui s'est passé. Et je me revois aussi au volant de ma voiture où il n'y avait rien d'autre qui existait. Wow. Et en fait, c'est exactement hier, j'étais en galère à un moment de ma journée. Je me suis dit, vas-y, j'ai eu un truc de taf compliqué. Enfin bref, l'enchaînement. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais acheter un paquet de clopes, ça me saoule, c'est bon. Et là, je me suis mis dans un truc, une bulle, où t'as un seul but, c'est de trouver une clope ou de trouver la solution. Et il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est vraiment... Et au volant de ma voiture, il y a en 2016, c'était exactement comme hier, en allant au tabac comme ça. Et à un moment, j'ai réussi à me réveiller, hier en tout cas, et à m'arrêter dans la rue comme ça et à dire ok, demi-tour, on va pas faire ça. Wow. Et c'était la première fois que ça m'arrivait parce que je trouve que dans ces moments-là, t'es hyper... il y a rien d'autre qui existe et je pense que c'est encore pire quand tu pars dans des addictions genre encore plus, je sais pas, intenses et tout, mais c'est vrai que il y a une seule motivation. Et là, je me souviens d'être au volant de ma voiture à me dire, est-ce que je vais acheter une résistance de cigarettes électroniques dans ce bled? Est-ce que ça va être ouvert? Et il n'y avait rien d'autre qui existait, c'était mon seul but. Voilà. Ouais, fait chier, quoi. Ouais. Et je me suis dit, ouais, c'est exactement comme avant. C'est vraiment, il n'y a pas de différence. J'arrivais pas du tout à prendre une grande respiration et me dire, vas-y, on verra demain, c'est pas grave.
Bon, et alors là, dans ton dérapage d'il y a quelques jours, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le dérapage, c'était pas il y a quelques jours, c'est le premier dérapage d'il y a 10 jours. Et c'est très intéressant parce que je trouve que dans tous les dérapages, t'apprends vachement de trucs sur ce que tu vas rechercher. Et c'était un dérapage très marrant parce que j'ai souvent dérapé en tout cas, j'ai eu l'impression de déraper dans mes multiples tentatives d'arrêt, etc. En général, quand ça allait pas, quand j'étais stressée, quand il y avait un truc. C'est souvent comme ça que le dérapage arrivait. Et là, c'était pas du tout ça. En fait, j'étais en grande folie. J'étais de super humeur. J'avais envie de tout casser. J'avais envie de tout arracher. Je suis sortie le soir. J'ai bu des coups. Et en fait, les coups se sont terminés quand mon pote est parti. Il m'a dit ouais, bah moi, je vais prendre mon train et je vais rentrer, etc. Et moi, j'étais pas du tout dans cette ambiance. J'avais envie de liberté, de danger, d'aller danser, d'aller faire l'amour, de tout ce que tu veux. Et du coup, j'étais dans cette énergie incontrôlable. Et le seul truc qui était un peu à ma dispo à ce moment-là, à minuit, à Place de Clichy, c'est que j'ai marché comme ça et je me suis dit, ok, bah en fait, je vais aller acheter un paquet de clopes. Et ça m'a vraiment fait du bien de me dire, ok, je peux tout faire, et tout est possible, je sais pas, sur des trucs un peu dangereux. Et je me suis allumé une clope en sortant du tabac en disant, mais allez tous vous faire foutre, je peux faire ce que je veux, en fait, je suis complètement libre. Et c'est comme ça que ça a dérapé. Et ça dit beaucoup aussi, je pense, de mon rapport à la clope et de ce grand truc, de grande liberté, de grand danger, etc. Je fais tout une interlude dans mon livre sur la cigarette et la liberté. Ouais. Parce que c'est un acte libre de fumer, en tout cas à une époque ou dans certains pays. Et en même temps, c'est un acte de libération d'arrêter de fumer. Ouais. Donc en fait, on peut le prendre dans le sens qui nous arrange. Carrément. Sans parler de quand tu fumes quand t'es ado, c'est un acte de rébellion, etc. Ouais. Franchement, je me suis toujours demandé si j'avais pas fumé, comment j'aurais exercé cette envie de danger. Si ça aurait pris d'autres formes ou je sais pas si... Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment ça, une expression du truc pas autorisé, du truc de la bêtise, quoi. De la bêtise, mais qui est quand même ok, mais qui est quand même une bêtise. Bon, et alors avec le recul, quand le soir tu vas acheter ton paquet de clopes Place Clichy et t'es au taquet de ta vie, là maintenant tu le ferais? Ouais, je pourrais pas faire différemment. Par contre, j'ai appris des trucs, tu vois, sur comment, là, si je revois cet état émotionnel en moi réarriver, tu vois, j'aurais la leçon de me dire, enfin, te fais pas avoir complètement. Ok. Et ça va peut-être que t'as besoin de... Effectivement, appelle quelqu'un, va danser, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais pas, je pourrais pas faire différemment, je crois. Donc tu veux dire que tu as eu besoin d'expérimenter cette forme de rechute pour que maintenant, quand la même émotion remonte, tu sais que ce sera... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça et c'est aussi je suis trop contente. Enfin, en tout cas, je sens pas comme un échec tous les arrêts et les reprises, etc. Parce que ça a toujours été des petits apprentissages, en plus qui touchaient des parties de moi qui n'avaient rien à voir. Et aujourd'hui, par exemple, les clubs de stress ou des trucs comme ça, ça me parle plus trop. C'est comme si je m'étais consolidée sur ces aspects-là et qu'il y en avait d'autres, par contre, qui étaient un peu plus... Donc t'apprends plein de trucs et je pense que... Je me souviens d'un médecin qui m'avait dit ça quand j'avais 20 ans, 21 ans. Il m'avait dit faudrait à l'heure les cigarettes, etc. Et j'ai dit là, j'ai 20 ans, oui, je vais arrêter un jour, quoi. Et il m'avait dit en tout cas, je comprends, mais chaque petit arrêt est un petit pas vers l'arrêt définitif et je pense qu'il avait vraiment raison, j'ai toujours gardé ça en tête. Ouais, c'est vrai que c'est Laurent Carilla, le psychiatre spécialiste des addictions, qui dit que la rechute fait partie du sevrage. Ouais. Et c'est l'expérience et c'est fou comme au-delà du tabac et de cette démarche, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir comment on apprend sur soi. J'ai une passion pour l'être humain à l'intériorité, l'observateur intérieur, comment on fonctionne, etc. Et même si c'est souvent vexant d'apprendre à se connaître par des moments pas glorieux. C'est clair, tu vois bien toutes tes faiblesses, tu vas bien les chercher, les machins, ouais, c'est clair. Ouais, avec ta vulnérabilité, t'as des bons moments de solitude, quoi. Ouais. Donc il y a une dizaine de jours, t'as acheté ce paquet. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, donc j'ai fumé, je pense, 30 clopes cette nuit-là. Attends, j'étais pas prête. Je
Je pense même plus. Genre, je pense T'as plus. acheté combien de paquets? J'ai acheté un paquet de 30. Ok. Et ensuite, j'ai fait un peu la fête toute la nuit. Et donc, je pense qu'il y a eu un autre paquet de clopes, tu vois, tard. Donc, je pense qu'on est plus sur 40 clopes. Donc, et en même temps, je suis rentrée chez moi en me disant, au moins, c'est bien, là, t'as bien consommé, t'as bien rechuté, t'en as bien profité, c'est pas une vieille clope comme ça. Au moins, il y en a eu 40, t'as fait le taf. Et j'étais un peu dégoûtée, j'avais plus de voix. Je me suis réveillée le matin, j'étais vraiment pire qu'un lendemain de soirée. C'était vraiment... T'avais bu beaucoup d'alcool ou pas? Bien sûr, j'avais bu de l'alcool, tout ce que tu veux, j'avais pris des drogues, j'avais fait... Bref. Du coup, ouais. Et le lendemain, je me suis dit, dérapage total. Je reparle de ton 40 clopes en une soirée. Ça ressemble complètement à une forme de boulimie ou d'hyperphagie de quelqu'un qui est au régime, qui tient bon, et à un moment qui lâche les vannes et qui bouffe tout ce qui se trouve sous son nez. Et... Complètement. Ouais. Ça, c'est le cerveau qui pète un câble et qui dissocie le contrôle de la volonté. Et donc, en fait, limite, tu n'as pas le choix que d'être ça. Je pense que, tu sais, on est dans cet état où on ne peut pas s'en empêcher. On a beau le savoir, on a beau rationaliser, on a beau mettre des choses en place. Là, le cerveau, il a besoin de son shoot. Donc, maintenant, c'est lui qui décide. Vraiment, on est peu de choses, nous et notre liberté, quand on est... On n'est rien du tout. Vraiment que dalle. Mais est-ce que c'est parce que peut-être tu fais un sevrage avec une forme de résistance? En tout cas, il y a une partie de toi qui est pas ok. Il y a plusieurs parties de toi qui veulent mettre ça en place et d'autres parties de toi qui se disent « Attends, mais moi, je suis pas prêt. » Ouais, je pense. Mais je pense que ça sera toujours le cas. En fait, je pense que d'être arrivé, en tout cas, à un moment de vie où il y a plus de parties de moi qui dit « C'est ok, j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'être non-fumeuse, etc. » Mais il y a toujours des conflits. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais atteint le stade où je suis à 100% ok, où je dis mais c'est bon, j'en ai plus rien à foutre, c'est complètement au-dessus de moi. J'ai l'impression toujours d'avoir des petits conflits intérieurs et ils évoluent au fur et à mesure des années. Et là, je pense que mon conflit, c'est que je viens d'avoir 30 ans. J'ai arrêté de fumer quelques jours après mes 30 ans. Pas comme un truc symbolique, mais plus comme un truc, ça faisait 1 an que c'était un peu là et qu'au moment des 30 ans, c'est arrivé et ça s'est installé. Et en même temps, je pense que le truc qui coince un peu de temps en temps, c'est j'arrête de fumer, ça y est, je vieillis, quoi. J'arrête d'être jeune. Ça y est, je suis raisonnable. Ça y est, je commence un peu, tu vois, le 30 ans, quoi. Le 30 ans, il me reste ces 10 dernières années, entre guillemets, de jeunesse avant la quarantaine. Donc, oui. Non, mais t'as une sorte de pression, un truc un peu qui existe, quoi, qui est latent, que tu contrôles pas. Enfin, moi, que j'ai pas l'impression de contrôler, mais en même temps, qui est là, t'es plus raisonnable, quoi. Voilà, j'arrête, c'est bon, c'est mieux pour ma santé, je fais du running, c'est super, je mange mieux, je bouffe des graines. Enfin, mais oui, et tu mets tout en place, et t'es là, t'as un job stable, super. Enfin, ah oui, tu vas péter un plomb. Mais en fait, le problème, c'est t'es pas ok ça. avec ça, quand même. Non, mais attends, il faut que tu déconstruises la projection que t'as des yeuves. Ouais, je sais, mais ça, c'est un nouveau taf que je commence. Ok. Et donc, ça fait partie de ça, et je pense que la clope, globalement, l'arrêt de la clope est complètement cohérent avec le reste, et avec ce que je veux en ce moment, avec mon rapport à plein de trucs healthy que j'ai choisi, etc. Mais il y a toujours un démon en moi qui dit, non, mais attends. Non, on va pas s'installer dans un couple stable, etc., avec aller au taf, en banlieue, en bagnole, et ressembler à tes parents en 2 secondes, comme ça. Et tes parents qu'on embrasse. Et je les embrasse très fort. Mais il y a un truc un peu... il y a ce petit démon qui dit non, trop pas, attends, on va se dévier de cette route-là et on va fumer des clopes all night. Et je pense que j'ai ce petit rapport-là, même s'il y a la plus grande partie de moi qui est tellement heureuse d'arrêter de fumer, d'être non-fumeuse et de passer à autre chose, quoi. Quand tu dis le petit diable en moi, ouais. Est-ce que tu l'as nommé? Personnifié? Non. Quand j'ai arrêté de fumer, j'ai personnifié ce petit démon qui prenait beaucoup de place par rapport à l'arrêt du tabac, mais qui en fait prenait de la place pour plein d'autres choses à d'autres moments, mais particulièrement au moment du sevrage. Je l'ai appelée l'impérieuse, parce que c'est le craving français, parce que quand ce personnage, cette espèce de connasse en moi qui débarque, qui fout un bordel monstre à l'intérieur de moi en mode « poussez-vous, c'est moi l'émotion principale, c'est moi qu'on doit écouter, donnez-moi la clope ». C'est vraiment quelque chose de diabolique, de négatif, de violent, vraiment je détestais ça.
Et en même temps, ça me mettait dans des situations, je buvais en mode no tomorrow, je mangeais en mode no tomorrow, etc. Pour compenser justement ce que m'apportait la clope. Au fur et à mesure de mon sevrage, et donc j'en parle dans mon bouquin, c'est pour ça que je voulais que le mot impérieuse soit dans le titre. Je tenais à ça. Parce que je parle de plusieurs personnages à l'intérieur de moi, mais ce personnage est un peu arrivé pendant mon sevrage. Je me suis rendu compte que c'est une part de moi qui prend soin de moi en fait. Si elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à me dire, elle me protège sur plein de choses et que c'est ce grain de folie, par exemple, qui fait que j'ai cette personnalité-là. Et moins je l'écoute, plus elle prend de la place. Et si j'écoute ce qu'elle a à me dire, je vois bien qu'en fait, derrière, il y a quelque chose de hyper bienveillant, plein d'amour, en mode meuf, j'ai envie de te faire kiffer la life. Comme tu m'écoutes pas parce que t'es pas gentil avec toi en ce moment, parce que tu t'es interdit un truc alors que c'est hyper violent, parce que t'as besoin de ton shoot de dopamine, bah écoute, je vais gueuler plus fort, parce que quand je gueule plus fort, c'est ça qui marche. Je dis pas que le monde est parfait et que maintenant je suis main dans la main avec l'impérieuse, mais on est devenus assez potes, et de temps en temps, quand je l'entends à l'intérieur de moi faire je suis là, ok, qu'est-ce que tu vas me dire? Et trop intéressant. Donc je sais pas comment ça peut te parler, toi, donc de ce diable dont tu parles, et je vois très bien de quoi tu parles. Je suis complètement d'accord avec toi et t'as raison. Enfin, en fait, le diable... Alors, pour moi, il y a deux diables. Il y a le diable de l'addiction. Il y a celui qui est complètement... qu'on a bouffé parce qu'on est addict et parce qu'on a... Et pour moi, il y a vraiment des déformations, etc., des jeux mentaux qui sont le propre de l'addiction. Donc ce diable-là, pour moi, c'est le diable qu'on s'est foutu dans le corps en devenant addict. Mais effectivement, t'as l'autre diable qui est celui de l'expression d'un besoin. Et c'est trop intéressant dans le sevrage, dans tous ces trucs-là, justement de voir ce qui apparaît. Et encore une fois, de moi, dans mon sevrage de 2016 et mon sevrage de 2024, ça n'a rien à voir, ce qui s'exprime, etc. Et t'as raison, il faut le chouchouter. Et c'est marrant parce que moi, 2024, j'ai passé le nouvel an, j'ai pas voulu prendre de résolution en mode vieux. Non, mais tu vois, il y avait déjà un truc qui se manifestait et j'ai dit non, 2024, c'est l'année du rire et c'est l'année c'est l'année du rire, même pas du fun, c'est l'année du rire et de la joie, etc. Et je pense que ça s'est manifesté en tout cas et je pense que c'est aussi ce que me dit le petit diable intérieur et qui est pas juste démoniaque, fait n'importe quoi jusqu'aux aurores, mais qui est aussi qui a envie d'en profiter, qui si je l'écoute un peu mieux va pas être complètement destructeur et va pouvoir accueillir le couple, le travail, etc., et en faire un truc cool qui correspond à ce dont il a besoin. Parce qu'il y a un des trucs qui me stressait énormément et qui me rendait très triste quand j'imaginais arrêter la clope, et depuis longtemps, dès que je me voyais non fumeuse, y a un truc où je me disais mais ça va être tellement nul, c'est que ma passion dans la vie, c'est m'asseoir à une terrasse et dessiner pendant des heures. Et dessiner, et boire des cafés, boire des bières, boire des machins, bien sûr avec une clope. Et encore, quand j'ai fumé des roulés pendant très longtemps, avec une roulée permanente, tu vois, la roulée qui ne s'arrête jamais et qui se renouvelle en permanence. Et je me disais, mais ça, quand je serai non fumeuse, je perdrai cette phase, cet moment créatif où on est tous ensemble, la clope, tout ça. Et finalement, j'étais assez surprise de voir à quel point ça n'avait rien changé. En fait, quand je suis devenue non fumeuse et que je me suis mise à dessiner en terrasse avec une bière, et j'avais exactement, ça changeait absolument rien, vraiment rien du tout. Et ça, tu t'y attendais pas? Non, pas du tout. C'est fou. Je me pensais que j'y irais plus, que ça m'intéresserait plus et que j'essaierais de le remplacer autrement et de dessiner en intérieur, tu vois. Et en fait, pas du tout. Je me suis juste dit, j'ai un truc en moins dans la main, en fait, limite, c'est plus pratique, quoi. J'ai plus de place sur la table. Ouais. Mais ça n'a eu aucun impact. Et ouais, ça m'a fait... Alors que c'était l'image hyper romantique de la création en cours, tu vois. Évidemment. Voilà. Et même quand j'étais fumeuse, parfois, je sentais qu'au bout d'une heure, la nicotine est partie et j'avais un peu envie de fumer une clope. Mais vu que j'étais prise dans le truc, que j'étais chez moi et je suis en train de dessiner, etc., en fait, ça pouvait vraiment... Je pouvais passer 2-3 heures sans fumer. Et c'était hyper rare. Enfin, dans ma vie, ça n'existait quasiment pas, les moments où j'avais pas le temps d'aller fumer, quoi. Donc ça, c'était déjà dans ma vie. Donc ça n'a pas vraiment servi pour le sevrage. Et l'autre problème que j'avais, c'est que je faisais déjà beaucoup de sport. Et qu'à chaque fois qu'on m'a dit, écoute, va courir, va te dépenser. Tu sais, ça fait des shots de dopamine qui durent beaucoup plus longtemps. Et j'étais les gars, là, je suis déjà à 4 séances par semaine, ça va pas être possible. Donc ça a été assez dur de trouver des sortes de trucs, à part
Manger, ouais. Manger, aller faire un tour. Alors ça, c'est terrible. J'essaye de le faire, hein, mais en fait, c'est assez efficace, mais je trouve ça très boring. Comme le verre d'eau, quoi. Comme le verre d'eau. Ouais, il y a un truc un peu chiant où tu dis... En fait, ça marche. Enfin, ça marche. C'est une bonne chose. Il y a une part de toi qui est satisfaite, mais le petit diable est là. Mais en fait, tu vas pas m'avoir avec ta balade et ton verre d'eau, c'est ça. quoi. Enfin, En fait, pas à moi, relou, quoi. La Mm. balade, le verre d'eau, enfin, je sais pas, relou. Ok, donc il y a cette partie de toi qui n'est pas nourrie comme ça, donc faut trouver le moyen de la nourrir. Ouais. Et je sais pas, vraiment, j'ai pas encore d'astuces. C'est pour ça que je suis un peu fragile parfois, c'est que j'ai pas de super astuces et j'ai l'impression que ça évolue en fonction des situations, etc. J'aimerais trop pouvoir prendre un carnet, un dessin, un stylo et pouvoir faire un dessin et hop, ça m'aide. La vérité, c'est que c'est pas le cas et ça change énormément de la situation que je suis en train de vivre. Pourquoi j'ai un manque et qu'est-ce qui se passe et comment je vais pouvoir lutter contre. Est-ce que ça va être le soutien de quelqu'un? Est-ce que ça va être prendre l'air parce qu'effectivement, ça fait 24 heures que je suis enfermée et qu'en fait, c'est peut-être un peu too much. J'ai pas la super astuce. Comment ça s'est passé quand tu as fait l'illustration en lien avec le tabac? J'en ai fait un la première fois que j'ai arrêté, je sais plus, je crois début 2023. Mais ça a complètement foiré. J'avais un peu honte d'ailleurs parce que j'avais quand même mis ça sur les réseaux, j'avais eu plein de retours et je me suis dit, et en fait 2 mois après j'étais complètement refumeuse, complètement out. Donc voilà, j'ai vécu ça comme un moyen de communiquer avec les potentiels fumeurs, ex-fumeurs ou ceux qui sont en train d'arrêter de fumer, d'en rigoler un peu et voilà, comme je dessine toujours pour ça de manière générale, pour essayer de parler de choses un peu chiantes et de les faire avec humour et de pouvoir créer un peu une discussion et quelques rires, et c'est un peu le sujet. J'aime beaucoup que tu aies publié cette première session de dessin quand tu avais arrêté de fumer puis rechuté, Ouais. parce que tu mets en avant aussi les vulnérabilités et les rechutes, et en fait je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu vois, c'est un peu comme les dépressions postpartum. Là, les gars, faut en parler, quoi. On va arrêter de faire semblant. Non, et donc il y a tellement de gens qui rechutent. Tu sais qu'il y a 2000 personnes qui arrêtent en France par jour de fumer. Ok. Mais il y en a combien qui sont toujours dans cette démarche 48 heures après déjà, quoi. Ouais. Et comme les gens peuvent ressentir une forme de honte ou de peur dans ces rechutes, justement le fait que tu aies fait ça, je sais pas si t'avais de la honte, parce que là tu disais bah j'assume pas, ouais, genre, pas... alors que j'ai mis sur les réseaux, oh mon dieu, et ben justement utilise ça, genre les gars j'ai rechuté, et je suis sûre que plus des 3/4 des gens ont vécu ce que t'as vécu. Ouais, non, carrément, j'ai toujours caché mes rechutes et j'ai aussi caché des arrêts de la clope. Il y a des arrêts que j'ai fait entre des rendez-vous entre moi et moi-même, en disant allez, à partir de demain, lundi, j'arrête, etc. Mais en le disant absolument à personne. Et en me disant... alors il y avait le côté romantique de l'histoire en disant bah en fait, dans un mois, je vais pouvoir dire à quelqu'un... en fait, mais bien sûr, j'ai arrêté de fumer depuis un mois. Tu vois, un truc super cool. Non mais enfin, easy quoi, pas de problème. Et en même temps, il y avait le côté, bah, attends, parce que si demain c'est trop dur et qu'en fait, vers 17h, je vais acheter un paquet de clopes et je refume, il n'y a pas de problème. Personne m'a vu arrêter, donc personne ne me jugera. Et j'en ai fait plein des arrêts cachés comme ça, sans le dire à personne. Et d'ailleurs, l'arrêt que j'ai fait, le vrai arrêt que j'ai fait, je ne l'ai pas dit. Pendant 3 jours, je l'ai dit à personne. Et même plus que ça, je pense 1 semaine, et j'étais trop dégoûtée parce que mon effet d'annonce a pas du tout marché. J'ai dit à mon mec genre bah ouais, j'ai pas fumé depuis 5 jours, et il a dit ah ouais, ok. Non mais arrêtez, faut que la terre s'arrête de tourner, il faut que tout le monde le sache. Mais excuse-moi, est-ce que tu peux réagir s'il te plaît, genre 5 jours. Enfin bref, donc ouais, non, effectivement t'as ce truc de culpabilité dans la rechute, et je suis la première à dire à n'importe quel non-fumeur qui essaye d'arrêter de fumer, qui me dit ah j'ai refumé une clope, ou file-moi une clope. Je veux dire, c'est normal en fait, c'est normal, et il faut que t'apprennes de ce truc-là, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. Je suis pleine de bienveillance envers les autres, mais c'est vrai qu'envers soi-même, c'est toujours le même problème. C'est la dureté qu'on peut s'imposer dans ce process. On t'a déjà dit que t'étais dure avec toi-même ? Oula, oui, bien sûr. Ok, donc t'es au courant. Ouais, je suis au courant. Après, le temps que ça s'imprègne vraiment et que ça puisse s'appliquer... C'est encore un taf, même à 30 ans. Mais moi, je reviens toujours à la nuit où t'as fumé 40 clopes. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? T'es en gueule d'oeuf, t'as mal à la gorge. Ouais. Et ensuite ? J'étais hyper sereine.
Je me suis dit, franchement, de dérapage incontrôlé, mais pas du tout envie de refumer une clope. Déjà, ça t'aide, la gueule de bois, parce que t'as en général pas vraiment envie de fumer. Donc hyper sereine en me disant juste, par contre, là, tu t'es mis une belle dose de nicotine dans le corps. Et donc, t'as 5 jours devant toi avant de tout expulser. Et donc, mission 5 jours. Mission 5 jours, reste focus, ça va être difficile, etc. Donc, non, je suis hyper zen. Et en fait, je me suis fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir par le reprocess, etc. Là où je me fais plus avoir, c'est un truc, non, mais juste une clope. Ah, ça, c'est le Justine. J'y crois plus. Enfin, vraiment, j'ai appris de tout, justement, mes sevrages, mes rechutes, etc. Ça ne marche plus sur moi. Donc, je sais que quand je fume une clope et que je craque, il y a aucune. Je sais que c'est pas juste une clope et que je vais pas rentrer sur cette route du fumeur occasionnel. Ça ne s'appliquera jamais. Mais en tout cas, ça a été dur dans les 5 jours qu'on suivit. Et j'ai eu un craquage alcoolisé, encore une fois. Pas complètement arraché, juste un peu. J'avais bu 2 verres. Et j'ai senti ma lucidité qui a commencé à avoir beaucoup plus de mal avec le aller juste 5 jours, etc. C'était le 4e jour. Et je suis allée m'acheter un paquet de clopes, j'ai fumé une clope et j'ai tout jeté, j'ai tout bousillé, mis de l'eau et jeté dans ma poubelle. Yeah. Donc 12 balles 50 bien dépensées. et voilà, et il y a eu cette clope et je pense qu'il y en a une autre. Tu vois, un truc comme ça, juste des petits dérapages de une clope. Et voilà. Ça a été ces petits moments et je me suis dit, ok, bon, bah écoute, on va remettre les choses en place. Quand on s'est appelé pour voir si on faisait cet épisode et qu'on avait des choses à se raconter au micro, je t'ai dit, écoute, prends le temps, utilise ce podcast pour, comme but thérapeutique. Si ça peut t'aider, on le fait que dans un mois, ou sinon on le fait demain. Laisse-toi le temps laisse-toi au moins la nuit de décider à quelle date tu veux que je t'interviewe. Et on raccroche et je crois 1 heure après, tu me dis, pas. Vas-y, le prochain créneau, je le prends. Je crois que je t'ai écrit dans les 10 minutes. En fait, non, il y a eu 2 choses. Il y a eu la première, c'est que je me suis dit, effectivement, ça va être thérapeutique et je pense que ça sera que bénéfique. Ça sera que bénéfique de pouvoir reparler tout ça, revoir tout ce qui s'est passé, etc. Et puis je sais pas, un peu désacraliser parfois. Tu sais, parfois, t'es dans ta petite bulle de la clope, là, de ta dépendance et tout ça, et t'oublies, en fait, tout ce qui s'est passé, tous les bons conseils, tous les trucs. Donc, il y avait ça. Et le deuxième aspect, c'est que je peux avoir une tendance de sauter d'un projet à un autre. Et je me suis dit, ok, en fait, là, ça arrive maintenant, saute sur le truc, sinon, on sait pas ce qui se passe dans 1 semaine, dans 2 semaines. Donc, voilà, il y avait ça aussi. Ok, génial. Je vois que tu as pris des notes en amont. Tu es venue avec ton petit carnet. Est-ce que tu veux me raconter ce qu'il y a dedans ou... Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. J'ai essayé de reprendre. Tu m'as envoyé des questions, donc j'ai essayé T'as fait tes devoirs, quoi. Bah, bien sûr. Je te l'ai dit. Est-ce que tu as des questions à m'envoyer? Je suis une très bonne élève. Bah, c'est exactement ça. Bah, sur la bonne élève, je peux te raconter un truc. C'est ma première clope, si tu veux. C'est un des premiers trucs que j'ai marqué. Vas-y. Donc, moi, ma première clope, elle n'était pas du tout en groupe. Contrairement à beaucoup de gens, elle était toute seule. Parce qu'en fait, j'étais donc au collège, en 3e. Et j'étais, globalement, tous mes amis fumaient. Tous les gens avec qui je traînais, qui n'étaient pas forcément les meilleurs élèves du collège, fumaient des joints, fumaient des clopes. Sauf que moi, j'étais la première de la classe. Et je l'avais toujours été. Et même si je traînais avec eux, j'étais quand même cette première de la classe. Et donc, si tu veux, j'avais aucun droit de fumer des clopes ou de boire de l'alcool ou de fumer des joints. C'est-à-dire qu'on m'aurait même jugée pour ça. Parce que c'était pas mon rôle. Et, tu ressentais ça à l'époque? Ouais, carrément. J'aurais demandé une clope, il se serait marré, tu vois, en disant mais non, mais pas toi. Enfin, évidemment que non. Ça fait pas partie de ton identité, de ton non, profil. Quoi. Toi, t'es vraiment. J'étais acceptée comme bonne élève. J'étais quand même. J'avais des amis, tu vois. J'étais pas repoussée. Ouais, alors que t'étais la première, donc t'aurais pu être. Mais par contre, j'étais sage. Je faisais pas de bêtises, quoi. J'étais hyper clean, donc j'avais pas le droit de toucher à des clopes, en fait. J'avais pas le droit de faire des bêtises. Et donc la première clope que j'ai fumée, je l'ai fumée toute seule. Parce que ça me tentait au fur et à mesure, tu vois, t'es entourée de fumeurs, etc. Donc évidemment, à un moment, tu te poses la question. Et donc j'ai piqué un paquet de clopes chez ma grand-mère, qui était un paquet de clopes qui appartenait à ma tante, qui était chez ma grand-mère. Et j'ai pris ce paquet de clopes et et je me suis mise dans un champ.
Et j'ai fumé ma première clope dans un champ. Solo. En plein air comme ça, pour essayer vraiment qu'il n'y ait pas d'odeur sur moi. Et ensuite, je me souviens d'avoir passé 2 heures à essayer d'effacer cette odeur. Et je me souviens parfaitement du goût de la clope. Et qui était un goût très métallique, du mégot, que tu mets sur tes lèvres. Et c'est un des trucs auxquels je repense énormément quand j'ai envie d'une clope, quand j'ai un gros manque, surtout après avoir arrêté pendant un moment. La première clope, elle est horrible. Elle est pas du tout cool. Tu l'imagines comme je vais aller au tabac, je vais m'allumer une clope. En fait, elle est horrible. Tu la mets sur ta bouche, il y a un goût vraiment métallique, mais vraiment pas bon. Et c'était ma première expérience de clope. Donc voilà. Et ensuite, étant sortie de ce collège et ayant été dans un lycée où absolument personne ne me connaissait, j'ai pu reconstruire une toute autre image, qui était une image qui était plus du tout première de la classe, et pour arriver au premier jour à la rentrée avec un paquet de clopes, des lunettes de soleil, un nouveau style et une nouvelle image, quoi, qui était plus du tout celle qui m'enfermait en tout cas, et la cigarette faisait partie de ça. Et il y avait ce grand truc de l'identité. Et d'ailleurs, la plupart de mes dessins il y a beaucoup. C'est un petit personnage qui me représente. Et il y a énormément de personnages avec des clopes à la main. Et même mon logo. Mais oui, il faut qu'on en parle de ça. C'est quoi ce logo ? C'est moi avec un gros chignon et une clope, qui sont des trucs d'identité que j'ai depuis 15 ans. Et c'était un des trucs que j'avais exploré en psychanalyse. C'était si on enlève la clope, il se passe quoi ? On enlève ce bout d'identité. En fait, il va se passer quoi ? Je suis qui si j'ai pas de clope à la main, si j'ai pas de clope Et ça faisait toujours marrer les gens en disant oui, mais toi t'as toujours une clope quelque part. Et de devenir non fumeuse, c'était trop bizarre. Il y avait une sorte de grand vide qu'il fallait remplir. Enfin, je pense que ça fait tellement partie de moi ces années de clope, ce rapport à l'addiction, la clope, la place que la clope a eu dans ma vie, etc. J'ai pas envie de l'enlever, en fait. Je trouve ça trop bizarre de gommer le truc en disant non, je passe à autre chose. Je sais pas, ça reste moi, en fait. Ça disparaît pas forcément gommer, mais je te fais une suggestion. Si tu faisais une série donc de ce logo, tu faisais une série de 15 petits logos de toi, où à chaque fois c'est un objet différent pour voir comment ça résonne, pour déconstruire ça pourrait être un super moment créatif, tu vois, je pense, de partir de là et de réfléchir sur l'identité, justement, parce que c'est quand même un tout petit logo, tu es censé parler de toi. Ouais. Et en même temps, pour l'instant, j'ai pas envie de le gommer. Enfin, j'ai pas envie de le faire disparaître. Je suis pas complètement prête à laisser laisser tomber ce truc. Mais c'est parce que peut-être tu penses à le faire disparaître, l'oublier, le détruire, alors qu'il peut toujours exister et rajouter quelque chose en plus. C'est vrai, pour y avoir une clope et autre chose. Ouais. Tu as prononcé le mot de psychanalyse il y a quelques minutes. Oui. Il va falloir qu'on en parle. Shit. Tu es déjà bien affalée sur mon canapé. Oui, tout à fait. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Écoute, ça se passe ça se passe... Non, c'est très important pour moi et ça se passe très bien. C'est-à-dire, ça fait bientôt 2 ans et c'est vraiment une partie maintenant de ma vie, de ma semaine, un passage qui me fait beaucoup de bien. Alors, pas toujours, hein. Tu peux ressortir plus stressé ou mal, etc. Mais en tout cas, qui, moi, dans mes cheminements personnels et mes réflexions, et en plus dans ma curiosité que j'ai toujours eue vis-à-vis de l'être humain et de comment on peut se découvrir et que tu as l'impression de te connaître et en fait trop pas. Et que tu as l'impression d'avoir réglé plein de trucs et que tu finis toujours par parler de tes darons, genre à chaque séance. Tu te dis ok. Donc non, et surtout, je pense que c'est le plus difficile, c'est vraiment de trouver quelqu'un avec qui tu t'arrives à construire ce que tu es venu chercher, je sais pas, et c'est très rare de trouver cette personne, et moi j'ai l'impression de l'avoir trouvée, et donc je suis très reconnaissante, j'y accorde beaucoup d'importance au sens de valeur, de sens, et par contre c'était pas du tout ce que j'étais venue chercher. J'étais trop mal, ça n'allait pas du tout, et j'étais vraiment venue chercher des solutions immédiate pour aller mieux, et ça me les a pas du tout apportées parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est pas en 1 heure par semaine sur des réflexions
ça prend énormément de temps et donc c'était pas le truc sauvetage. Je vais chez le psy, tout va mieux, j'ai fait 3 séances et c'est bon, je suis libérée, quoi. Pas du tout cette démarche, mais trop contente d'avoir trouvé autre chose. Je pense que c'est hyper bien d'y aller aussi quand on va bien, parce que comme ça, on a le temps de... Enfin voilà, on se pose... Enfin, c'est autre chose, quoi. Et du coup, le tabac prend de la place dans tes séances ? Il a pris très très peu de place, vraiment très peu. Je l'ai évoqué en début 2023 quand j'ai vraiment mentalisé mon arrêt avant mes 30 ans. C'était un objectif que j'ai complètement foiré parce que ça n'allait pas du tout. Enfin, ça a duré 3 semaines, j'étais trop mal, c'était une cata. Donc j'en ai parlé à ce moment-là et on a un peu... Ouais, c'était très intéressant. On a à la fois parlé de choses un peu profondes de comment de trucs perso, quoi, de trucs comment tu te sens, comment machin, comment c'est arrivé, qu'est-ce que tu mets comme valeur dessus, etc. Et aussi il m'a fait plein d'exercices de respiration, des trucs ouais, des trucs pour avoir mais pas le truc juste prends une grande inspiration, machin, d'essayer de voir ce qui se passe quand t'amènes ta main à ta bouche. Enfin bref, il est un peu... Non mais vas-y, développe, ça m'intéresse, que j'aime bien demander régulièrement aux interviewés un tips de respiration. Et il y avait un truc qui était, dont il m'avait parlé, qui était ce truc de se remplir de la bouffée de la cigarette et d'essayer de prendre conscience de cet espace, en fait. Donc par la respiration, certes, mais bon, par la respiration, tu as tendance à respirer par le nez, tu vois, il n'y a pas à vraiment voir, mais respirer par la bouche et faire des mouvements, etc. Et donc voilà, il y avait des petits exercices, des petits trucs comme ça auxquels je pense parfois, de temps en temps. J'ai pas été une super élève à l'utiliser tout le temps, mais de temps en temps, ça fait un petit tips de... Ok. Dans les interviews que tu as écoutées de mon podcast, est-ce que tu as un retour ou un commentaire, quelqu'un qui t'a aidé ou un témoignage qui t'aurait pas du tout aidé Celui de ta sœur. Qui m'a moins aidée parce que je me reconnais tellement moins dans son témoignage. Effectivement. Et même si je reconnais des gens chez qui je me dis qui font les malins à dire je suis pas fumeur. Alors là... Et je le sais depuis si longtemps, que c'est faux, qu'ils sont fumeurs comme on n'a juste pas le même rythme, ils ont peut-être un peu plus de chance parce qu'ils fument un peu moins et qu'ils sont moins... Mais j'ai toujours considéré qu'ils étaient fumeurs et qu'ils allaient autant galérer. Et donc voilà, donc je me suis moins reconnue dans son histoire. Et en même temps, c'est hyper intéressant parce que ça concerne tellement de gens. Et je sais que cet épisode, il a été beaucoup distribué, genre « Ah, j'ai pensé à toi, ah, on dirait toi !» Donc oui, mais effectivement... Toi et moi, on n'est pas du tout ce profil-là. Ouais, on n'est pas ce profil. On n'est pas ce profil. Et celui de Claude, dans l'extrême et dans ce que je vis en plus en ce moment, dans le côté... je peux être assez intense dans ce que je vis en ce moment. Je me suis reconnue là-dedans. Waouh, ok. Bon, après, il est quand même... il a quand même vécu des choses extraordinaires dans lesquelles je suis pas, mais... Donne-toi le temps. Ouais. Je sais pas trop. Je voudrais te poser des questions sur tes illustrations. Du coup, quand tu t'es mis à la deuxième session, tu l'as faite il y a pas longtemps ? Ouais. Bilan, 1 mois sans clope. Alors, vas-y, c'était comment de le dessiner ? C'était quoi ton filtre ? Donc, je sais que tu veux faire rire les gens, mais il y a quelque chose de thérapeutique derrière ? Ouais, carrément. Enfin, c'est toujours thérapeutique. Je sais plus trop ce que j'ai mis dedans. Il y avait... À la limite, reprends-le et fais des commentaires comme ça, on pourra... Alors... Bilan, 1 mois sans fumer. Donc ce que j'aimais bien, c'est que j'avais mis une petite légende qui disait que ces dessins s'adressaient à tous les grands soutiens qui m'avaient aidée, à tous les anciens fumeurs qui s'accrochent fort pour les soutenir, et à tous les fumeurs pour vous distraire pendant votre pause clope. Trop sympa. Très bonne intention. Le terme commun entre tous les dessins, c'est beaucoup. Parce que c'est comme ça que je l'ai vécu, genre beaucoup. Beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs, quoi. Une sorte d'intensité assez folle. Donc, et dans la liste, il y a beaucoup de remarques non sollicitées, surtout les non-fumeurs qui disent « Ah, mais t'y penses encore ? Je comprends pas qu'on ait envie d'un truc qui pue, coûte cher et te tue la santé. » Insupportable. Insupportable. Enfin, voilà, beaucoup de tentations. Ouais. Beaucoup de conseils merdiques. T'as un exemple ? La première semaine, c'est dur. Après, ça roule tout seul. Mais ta gueule ! Mais non, en fait, ça ne roule pas tout seul. Beaucoup de compensation. Je cours 11 fois par semaine, je mange 18 fois par jour. Bah oui, tout va bien. Je pense que ça, c'était très, très vrai. Et beaucoup d'émotions. Stress, libido, sensibilité.
Ça, c'était très, très fort. Donc, beaucoup de seum. Je vous déteste tous. Ah oui. Et j'ai quand même fini sur la note positive et beaucoup de fierté d'être arrivée au bout d'un mois à ce bilan. Voilà. J'adore, hyper drôle. Tous les dessins, j'aurais pu les mettre dans mon livre si j'avais su. T'as illustré un livre en plus. Ouais, j'ai illustré un livre sur l'écologie et sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour parler d'écologie et pour s'engager. Waouh, génial, ça devait être hyper intéressant. Ouais, trop bien. Tiens, ça c'est mon manuscrit. Ok, trop cool. Ouvre-le au hasard. Ok. Et l'idée c'est que tu lises un passage. C'est trop bien. Mais grave. Et c'est entrecoupé de plein d'infos. Il y a de l'émotionnel et de l'informationnel, quoi. Ok. Donc, trop bien. Comme il n'y a pas de hasard, on va voir si tu tombes sur un truc qui te fait écho. Ok, alors, jour 193. Vague envie de fumer. Je fais la meuf dans le déni pour pas me connecter à ce pseudo-besoin. Sensation d'être prisonnière sous le nénuphar géant. Je cherche à le soulever pour prendre une bouffée d'air, mais il est trop lourd, trop visqueux. Je me noie dans sa vase, j'ai mal au cœur, j'ai mal à ma joie. Ouais, le nénuphar, c'est un des compagnons de l'impérieuse dans mon bouquin. Okay. Il représente le mal-être que me crée le manque. Okay. Le manque de dopamine, en fait. Parce que je pense que ça m'a créé une dépression d'arrêter de fumer. Parce que la cigarette apportait la création de la dopamine, pour le dire vite, dans le cerveau. Et donc, le temps que le cerveau reconstitue ça tout seul, j'étais engluée dans un espèce de nénuphar. C'est comme ça que je le symbolise dans le bouquin. Et ouais, donc vague envie de fumer, je suis dans le déni. Je sais pas si ça te parle. J'ai mal à ma joie, ça me parle beaucoup, parce que c'est effectivement le... c'est à la fois toute mon... J'ai envie d'être en joie, j'ai envie de rire, j'ai envie d'être heureuse sans cigarette. Et c'est un peu le challenge. Ouais. J'ai toujours vu l'arrêt de la clope comme quelque chose de très déprimant. D'un moment où, voilà, il faudrait, parce que j'ai passé un âge, parce que j'ai des enfants, parce qu'un truc, tu vois, un truc un peu nul, bon, bah voilà, faudrait arrêter, et puis voilà, ça sera juste moins bien, mais j'accepterai cette contrainte parce qu'elle est là. Et en fait, je sais pas, il s'est passé un changement complet de se dire que pas du tout, qu'on n'allait pas du tout juste s'enlever un truc cool et puis vivre un peu moins bien dans ce truc un peu boring, mais que pas du tout, il pouvait y avoir une vie super cool et super joyeuse, et même que ça allait être encore plus joyeux que celle d'avant, parce qu'il y aurait encore plus d'attention consacrée à tout ce qui apporte du plaisir, du kiff, de la joie, etc. Et en ce moment... Tu le sens? Ouais, grave. Je me sens hyper joyeuse. Non, je galère dans mon sevrage comme plein de gens et tout. J'ai des moments de difficulté, mais globalement, je me sens très joyeuse, beaucoup plus équilibrée. Mais par contre, très attentive à effectivement d'avoir la bonne dose de cette dopamine, parce que voilà, il y a un trou, il y a un gros trou, et puis il y a aussi toute cette béquille là qui peut te rassurer et qui s'efface. Donc ouais, faire attention. Je développe la théorie du 1% dans le bouquin. C'est qu'en fait, 99% du temps, ça va. Genre, non, mais c'est un non-sujet. Et 1% du temps, mais je vendrais père et mère, ouais, pour avoir ce shoot-là. Ouais. Et donc, la Astrid du 99% et la Astrid du 1%, elles sont pas du tout connectées. Donc, en fait, les gars... ouais, parlez-vous de temps en temps. Donc c'est cool de t'entendre dire que t'es plutôt joyeuse et que carrément. Ça va, quoi. Et ouais, j'étais même assez surprise en fait de voir que ça allait de mieux en mieux. C'était beaucoup plus dur au début évidemment, mais en fait au fur et à mesure de voir les espaces-temps, ce 99% qui était peut-être pas 99 au début, mais qui grossissait très rapidement, et qu'il y avait plein de moments que les manques étaient plus petits, moins fréquents, etc. Ils pouvaient être intenses, mais ils étaient quand même moins là. Et que globalement, ça va, quoi. Ouais. Quand il y a le 1% qui est là, il prend toute la place, c'est sûr, mais c'est que 1% du temps. Ma remarque, je veux pas faire la vieille sage qui sait des trucs, mais meuf, ça fait 4 mois que t'as arrêté de fumer. Ouais. Tu sais pas encore tout ce qui va se passer de positif, et à quel point, en fait, cette intensité du manque, ce diable, il sera moins fort, moins virulent et plus doux. Ouais.
Ouais, Donc déjà, en 4 mois, t'as expérimenté tout ça, quoi. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a beaucoup de fierté personnelle. Je pense que c'est ça qui prend le dessus avant tout. Les trucs que j'ai jamais vécu dans tous mes sevrages, c'est les fameux trucs... tu vas ressentir les odeurs, machin. Ouais, ça pue, pareil. Ouais, franchement, à part vivre cette semaine horrible où tu commences à effectivement tout revient et t'es là, genre mais ça pue la mort. Sinon, j'ai jamais vécu ce truc. Je fais beaucoup de sport et j'ai jamais réussi vraiment à percevoir que c'était waouh, genre incroyable, j'avais tellement plus de souffle ou quoi. Je trouvais que c'était quand même globalement la même chose. Donc, il n'y a pas d'effet positif, tous les trucs qu'on te promet un peu, etc. Bon, mais par contre, ouais, la fierté personnelle d'arriver, quand tu t'as mesuré le démon, cette voix qui est en toi qui peut tellement prendre le dessus, et quand tu vois que tu arrives à la maîtriser pour essayer de faire un truc qui est bien et qui... Bah, c'est ça le plus gros, c'est ça qui est génial. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la Apolline cet été qui aura un craving de clope et qui pourrait écouter l'épisode? C'est tellement une galère d'arrêter. Repasser par là, c'est quand même le début qui est très difficile, autant dans la préparation mentale avant l'arrêt, je trouve, le fait de se mettre en condition, et ensuite l'étape où voilà, tu passes sous cette étape, c'est quand même très long, c'est painful et tout ça, et viens, on repasse pas par là. Viens, on a assez donné sur ce truc. T'as quand même les bonnes bases, c'est-à-dire que tu sais que tu seras jamais fumeuse occasionnelle, tu sais que cette petite clope, elle est pas du tout innocente, tu sais que ça va pas être ouf, tu sais que tu vas la mettre à ta bouche et que ça va vraiment pas être ouf, et tu sais que tout ça est quand même une sorte de discussion interne dans un petit théâtre qui dit mais non, mais ça va être super, mais non, mais pas du tout, mais si, ça va être génial, et que ce petit théâtre juste prend un pas derrière, installe-toi dans la salle, regarde ce qui se passe, et laisse la pièce se faire, et puis voilà, puis ça va se calmer, et puis tu vas sortir de la salle et tu vas penser à autre chose. Voilà, j'essaierai de remettre en place ces petites choses que j'ai acquises dans mon sevrage, dans mes rechutes, dans tout ça, pour pas les oublier, et essayer de pas refumer cette clope. Mais si elle te dit non, mais tu peux pas comprendre, là il y a une intensité folle, ça va compléter l'état dans lequel je suis, c'est le meilleur moment de ma vie pour fumer, promis, après j'arrête. Je dirais mais t'es trop conne, putain. T'es con ou quoi, genre n'importe quoi. Enfin, t'es ridicule en fait. Juste redescends ta petite rébellion adolescente là, en fait, juste redescends quoi. Respire, ça va aller. T'inquiète. Le budget clope. Je sais pas si t'as une appli qui compte. Ouais, j'ai une appli qui compte. Et en plus, je t'ai dit, j'ai un gros problème avec cette appli, c'est que comme j'ai une petite rechute un peu longue, je suis dans un mensonge avec mon appli, parce que je lui ai pas du tout dit que j'avais craqué. Il devrait y avoir la case rechute. Franchement, ils te disent juste, tu peux pas vraiment rentrer que t'as rechuté. Mais bon. Alors, je suis sur un 4 mois, 8 jours d'arrêt. Et j'ai économisé 1 122 €. Waouh! Ouais, c'est une dinguerie. Et qu'est-ce que tu voudrais en faire? Absolument rien. L'argent n'a jamais été c'est trop bizarre, mais ça n'a jamais été une sorte de motivation dans mon arrêt de la clope. Alors je retourne la question, au lieu que ce soit une motivation pour arrêter, qu'est-ce que ça pourrait être comme cadeau pour toi? Vu que t'es un peu dur envers toi, si tu voulais te faire plaisir et prendre soin de toi. Kiff. Honnêtement, je me suis fait un kiff, mais sans avoir tout cet argent, c'est-à-dire je suis allée me faire blanchir les dents. Okay. Parce que j'avais trop honte de mes dents en ayant 15 ans de clope derrière moi. Génial. Mais ça, je l'aurais fait. Je veux dire, si mon budget clope, c'était 50 balles, je l'aurais fait quand même, tu vois. Et j'ai pas envie de me faire une récompense de cet arrêt de la clope. Pour moi, l'arrêt de la clope, il récompense un truc qui est intérieur, qui dépasse. Et du coup, j'ai pas du tout ce truc de besoin de m'acheter un gros cadeau. Non, mais c'est pas forcément un besoin parce que, encore une fois, vu que t'es dur avec toi-même, il y a toute une rééducation à faire entre le besoin et le plaisir. Ouais, ce truc. Moi, le dentiste m'a un peu déprimée parce que je lui ai dit, en tout cas, là, ça fait 1 semaine que j'ai arrêté de fumer. Donc voilà, j'étais hyper fière de pouvoir lui dire, je suis cohérente, quoi. Je suis cohérente dans ma démarche, je vais me faire blanchir les dents. Et en plus, j'ai arrêté de fumer. Il dit, ouais, ça change pas grand-chose. Hein. Moi, j'ai fumé pendant 10 ans. Et tu sais, il me sourit comme ça, il a les dents tellement blanches. Il dit, genre, globalement, c'est l'hygiène dentaire, c'est un bon détartrage tous les 6 mois. Voilà, enfin, il y a
quelques produits qui sont... Mais bon, moi, j'ai fumé pendant 10 ans, je bois du café tous les jours. Ah, le rabat-joie, quel enfer! Et j'étais là, mais attends, mais pas du tout. C'était censé m'encourager dans ce truc et ça a trop pas marché. Mais bon, bref. Mais quand même, c'était quand même un petit cadeau à l'ancienne fumeuse que j'étais de me dire, voilà, tu peux sourire sans complexe ou sans truc. Donc c'est cool. Trop bien. J'ai regardé l'appli cette semaine, je l'avais pas regardée depuis des mois. Ouais. Au bout d'un moment, on la regarde plus, quoi. J'ai économisé 12 000 €. Oh putain. Depuis combien de temps? 3 ans. Oh waouh. 12 000 putains de balles. Ouais, c'est dingue. Enfin, c'est nimp. Et je vois, j'ai pas fumé 22 000 clopes. 22 000 clopes, meuf. Mais je me dégoûte. La montagne que tu pourrais faire avec ce truc. Ah, c'est chaud. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeuristes qui nous écoutent et dans ta version à toi du sevrage, t'aurais envie de leur dire quoi? Alors, j'ai un rapport assez... Enfin, je pense pas qu'il y ait de bons conseils et de mauvais conseils. Ça n'a jamais marché sur moi. J'ai jamais eu la révélation parce que quelqu'un m'a dit ça ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est très, très personnel comme cheminement de pourquoi on a fumé, pourquoi on continue, pourquoi on n'arrive pas à arrêter, pourquoi on a décidé d'arrêter. Et donc, pareil, dans le manque et dans la galère du sevrage, je pense que pareil, la méthode, elle est très, très personnelle. Donc, j'aurais pas de bons conseils. Par contre, évidemment, écouter les autres, voir comment eux, ils cheminent et tout ça, c'est hyper intéressant. Ce qui est sûr, c'est que on combat une addiction, donc c'est pas facile. Et c'est OK. Ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est complètement OK d'avoir des moments de grosse galère. C'est OK de demander de l'aide. C'est OK d'essayer plusieurs fois, d'échouer, de recommencer, etc. Et de se nourrir de tout ce qu'on a autour de nous, même si la vraie méthode, le truc qui va nous parler, le truc qui va nous faire tenir dans le moment le plus difficile, intime qu'on a en nous, c'est globalement, c'est nous-mêmes. Et c'est le truc qu'on aura peut-être réussi à trouver en nous qui a fait qu'on a autant galéré avec la clope et qu'on a autant galéré avec ce truc-là, qu'on en a eu autant besoin. Et ça, il faut aller le chercher. Et ça peut être parmi plein de sevrages, parmi, voilà, ou des thérapies, ou plein de trucs, ou juste écouter les autres, voir ce qui résonne, voir ce qui résonne pas. Donc voilà, je dirais ça, de pas lâcher et d'être sympa avec soi-même. Trop bien. Et quelle est la partie de toi qui manque pas d'air? Ça me fait revenir à plein de sujets internes. Pour moi, justement, la fille qui manquait pas d'air, c'était la fille qui fumait. Donc du coup, cette question, elle est un peu chiante parce que... Génial. Parce que voilà. Et en même temps, je suis en train de retrouver cette fille qui manque pas d'air et qui est top et qui est fun et qui tout va bien et qui peut être drôle et qui peut faire des trucs un peu avec danger ou sans danger ou whatever, mais en tout cas qui est complètement libre de faire ses trucs et qui n'a pas besoin de clope à la main pour aller partir à l'aventure, pour faire plein de créations, pour créer, pour faire des trucs drôles, etc. Donc la fille qui manque pas d'air ou la partie de moi qui manque pas d'air, je pense que c'est une grande partie de moi et c'est, j'espère, demain une partie qui sera non fumeuse. Et voilà. Génial. Merci beaucoup, Apolline. De rien. Merci à toi. Trop bien, mais ouais, cette fille qui manque pas d'air, cette partie-là, un peu, un peu folle, enfin, je mets folle au sens positif. Ouais, grave. On a l'impression qu'on doit l'enterrer avec le sevrage, c'est alors que, là, en fait, meuf, j'existerai toujours, je vais revenir quoi qu'il, avec ou sans clope, je vais pas manquer d'air. Ça fait partie de mon identité, plus que, finalement, la clope, c'est un truc extérieur, mais à l'intérieur... Ouais, c'était ce petit truc qui donnait le courage dans les moments, en plus... Voilà, où pour le coup, tu manquais d'air et tu disais, allez, je sais pas, je pars en date, je pars en voyage, etc. Allez, je me rassure avec ce truc-là. Et puis en plus, je peux faire des dingueries parce que je suis une grosse fumeuse et que je suis trop cool. Ouais. Mais en fait, non, tout va bien. J'espère que cette interview vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la description de l'épisode et tout ce qu'il faut pour s'abonner, liker, commenter, nous retrouver sur les réseaux et même prendre contact si vous voulez nous partager votre témoignage. Bisous à vos horribles cravings et autres impérieuses envies de fumer. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bon sevrage.